Bienvenue Elodie sur Brille épanouie. Je suis trop contente de t'accueillir dans l'émission, qu'on puisse avoir cette conversation ensemble et de pouvoir en faire profiter toutes les personnes qui écoutent le podcast. Donc bonjour aussi à chacune, chacun d'entre vous. Elodie, je vais te laisser te présenter dans quelques instants et pour introduire. Aujourd'hui, on va vous parler du lien entre TDAH et système nerveux. Parce que c'est un sujet qui est revenu beaucoup ces derniers temps auprès des personnes que j'accompagne. Et quand ce sujet m'est venu, je me suis dit que Elodie était la bonne personne. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps. Oui. Et comme les choses sont bien faites, exact. C'était le moment. Tout à fait. Donc vas-y, je te laisse la parole. Dis-nous. Alors moi je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans. J'ai été diagnostiquée d'un TDAH par un psychiatre spécialisé à 29 ans, donc l'année dernière. Et puis on va dire que j'ai fait une reconversion et maintenant je suis psychopraticienne et j'accompagne justement les personnes neuroatypiques dans leur psyché, on va dire. Voilà. Ouais, super intéressant. Comme ça, tu as ton approche personnelle et aussi l'approche, on va dire, plus théorique ou, tout à fait. de ta formation et de ton parcours. Tout à fait. Ça m'aide bien. Ouais, génial. Eh bien, est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus sur toi? Donc là, tu t'es présenté brièvement. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses déjà que tu aurais envie de partager sur toi avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet? Quand j'ai eu mon diagnostic du TDAH, avant ça j'ai fait un burn-out. Et c'est justement le burn-out qui m'a amené à ce diagnostic-là, parce qu'en fait j'ai toujours eu la sensation d'être un petit peu différente de la norme, pas que physiquement, mais aussi mentalement, et j'ai toujours été, on va dire, dans le ressenti que j'étais différente. Et ce burn-out, en fait, il m'a aidé justement à me découvrir, c'est-à-dire que j'ai réussi à me dire, mais il y a vraiment quelque chose qui va pas et on va creuser. Et c'est en creusant que j'ai eu ce diagnostic-là. Donc, ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est qu'on a toujours tendance à se dire, le burn-out, c'est difficile, ça fait mal, mais des fois, il y a des choses très très belles qui se cachent derrière. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, partager avec toi et avec vous. Voilà. C'est vrai que tous les deux, on est un petit peu du style à chercher les cadeaux derrière les choses douloureuses qui peuvent arriver. Pour certaines personnes, elles peuvent découvrir des choses sur elles, apprendre à se connaître sans passer par le burn-out ou par d'autres événements douloureux. Exact. Mais des fois, la vie fait que on n'a pas les ressources, on n'a pas l'environnement ou les choses qui nous permettent avant de voir ce qu'on a besoin d'apprendre à connaître sur soi. Et des fois, c'est vrai que le fait de passer par des événements comme le burn-out fait que, au moins, tout à fait, ça t'amène à t'obliger à mieux te connaître. Pour moi, le burn-out, effectivement, tu l'as très bien dit, c'est que on n'est pas obligé de passer par là. En fait, je pense que les gens qui passent par là, c'est des gens qui foncent tête baissée, qui s'écoutent pas et qui font les choses par obligation. Mais comme tu dis si bien, et c'est vrai de le rappeler, il faut le rappeler, c'est que on peut apprendre à se connaître et à se comprendre sans forcément passer par des états de down couplés que moi j'ai eu, quoi. Donc t'as totalement raison là-dessus, et j'encourage les gens à vraiment apprendre à se connaître avant même de tomber dans des états comme j'ai été. Voilà. Ouais, et puis à se questionner aussi sur l'environnement dans lequel on a grandi, qui fait que ça construit nos croyances, notre façon de voir le monde. Et j'imagine que si toi tu avais ce caractère, ou en tout cas ces caractéristiques de foncer tête baissée, c'est aussi lié à l'environnement que tu avais plus jeune. Pas que, si tu veux. Okay. Moi, mon environnement familial a toujours été plutôt bienveillant. Enfin, mes parents sont quand même assez traditionnels. Il y avait le fait qu'il fallait que je fasse des études, mais il n'y avait pas d'obligation sur ce qu'il fallait faire. Bon, c'est vrai que ma mère était très forte, elle l'est toujours, hein, mais c'est plus par rapport au métier que je faisais, tu vois. Je travaille dans le monde de la santé, et c'est vrai que dans ce domaine-là,
je dirais que c'est comme si on n'avait pas le droit de souffrir, parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous, et du coup on ne s'écoute pas, et je trouve que c'est un peu une culture de ça. Alors je vais peut-être faire réagir, mais je le dis et c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est un peu la culture du non-dit et du non-ressenti de soi. Des personnes qui nous entourent, on est hyper présent, encadrant, entourant, mais c'est vrai que de nous-mêmes, on est un peu le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Je pense que ça va tellement résonner avec plein de personnes parce que dans les accompagnements, il y a beaucoup de femmes qui viennent au travail de régulation du système nerveux, qui sont dans le soin, qui Oui. sont le métier d'infirmière, Ah, médecin, oui. avocate, même, mais en tout cas quand on est dans des métiers où on accompagne les autres, où on aide les autres, bah, finalement, toute notre attention est tournée vers les autres et un peu moins vers nous. Donc, Tout à fait. je pense que ça va résonner. Ça va résonner. Ouais. Et puis en plus, je trouve que c'est malheureusement un métier, malheureusement ou heureusement, quand on fait ce qu'on aime, on compte pas les heures et puis on compte pas, mais c'est quelque chose je veux dire, qui découle sur nous. C'est-à-dire que notre personnalité, après, elle absorbe ce métier, hein, mine de rien. On fait du 35 heures et quand on rentre, on est fatigué, on finit par adopter cette personnalité du métier. Et comme tu dis, il y a des métiers d'accompagnement où en fait euh, on se dévoue à l'autre, mais pas vraiment à nous, et on finit par s'oublier, et même jusque dans notre quotidien, c'est-à-dire qu'on finit par adopter aussi un positionnement où on va se donner à son conjoint, on va essayer de résoudre les problèmes, on va essayer d'être le sauveur, syndrome du sauveur, et au détriment de soi-même en fait. Donc non, je le dis, et c'est vrai, tu as raison. Carrément. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est vraiment le TDAH finalement, Ouais. voilà, selon ton expertise et ton expérience? Alors, selon mon expérience et mon expertise, le TDAH, alors il y a plusieurs formes de TDA, donc tu as trouble de l'attention, tout court, et tu as trouble de l'attention avec hyperactivité. Ça peut être une hyperactivité physique ou mentale. Souvent chez les femmes, chez moi par exemple, c'est hyperactivité mentale, parce que les femmes, déjà dans l'enfance, c'est très très mal détecté. Et puis culturellement, on apprend plus aux petites filles à se tenir. Alors moins maintenant, mais c'est vrai que c'est plus caché. Puis les petites filles, elles ont tendance à plus masquer et ça se voit moins. Donc c'est souvent mental, l'hyperactivité. Donc ça va être une pensée en arborescence, quelque chose comme on va penser à quelque chose et puis ça découle sur autre chose et puis on va essayer de ranger et puis en fait on va essayer de ranger l'armoire et puis on va finir par ranger la cuisine mais l'armoire est encore dérangée et puis en fait on en fout partout parce qu'on n'arrive pas à s'organiser. En fait je trouve que c'est plus donc c'est un trouble cognitif, donc c'est un peu comme l'autisme, c'est un trouble dans le développement du cerveau qui subvient qui subvient pendant l'enfance, donc ton cerveau se développe d'une autre façon. Et ce développement fait que tu as des problèmes dans la régulation de la dopamine. C'est-à-dire que tes neurones, en fait, ont des problèmes de communication pour la dopamine. C'est-à-dire que tu as de la dopamine, mais elle est régulée différemment qu'une personne neurotypique, comme on dit, où tu vas avoir plus de mal à te concentrer, tu vas avoir plus de problèmes d'impulsivité parce que le lobe frontal communique moins bien. Tu vas être un peu plus fatigué sur certains stades du cycle d'ailleurs chez les femmes. Voilà, là je me perds encore, mais voilà, c'est plus un trouble neurodéveloppemental qui induit des problèmes de dopamine dans le circuit d'activation de la dopamine. Et donc du coup euh, qui se matérialise par une moins bonne capacité, je sais pas si c'est le bon mot, à s'organiser, à être concentré. Comment tu dirais si tu résumes entre gros guillemets? C'est un peu comme si tu veux, une réserve que tu as chez une personne lambda. La réserve de concentration, elle est quand même assez... Chez une personne TDAH, ça dépend parce que c'est comme tu sais, comme un pont, le pont Chaban, tu vois, c'est quand tu aimes quelque chose en tant que TDAH, que tu aimes quelque chose, tu peux rester concentré des heures. Moi, on appelle ça des hyper-focus. Je peux être concentrée sur des sujets de psychologie pendant, on en parlait, 10 heures, 11 heures sans manger, sans boire. C'est trop. Tu vois, c'est un problème de régulation dans la dopamine. Ouais. Et des choses qui me saoulent complet, je ne peux même pas poser mes yeux dessus. C'est-à-dire que la paperasse, les choses un peu tout ce qui est informatique,
voilà, je peux pas me concentrer dessus. C'est-à-dire que je n'ai même pas la capacité de me dire ok, je m'assois et j'essaie de réfléchir sur ça. C'est impossible. Ouais, c'est ça qui est bien de rappeler, c'est pas juste pas de motivation ou quelqu'un qui a pas envie, c'est que vraiment structurellement, au niveau de comment le cerveau est fait et des connexions et des neurotransmetteurs, c'est différent. C'est très difficile. Moi, vraiment, les choses qu'on n'a pas envie de faire ou qui ne nous intéressent pas, c'est très, très difficile d'avoir cette discipline de pouvoir rester concentré sur la chose ou de se dire... c'est vraiment un dysfonctionnement exécutif. Si on n'a pas des rituels, comme je te disais, ou des techniques pour rendre le moment un peu plus cool, boire une tisane pendant qu'on travaille ou qu'on fait les papiers, mettre de la musique, manger un truc qui nous fait plaisir, et ben la chose elle se fera pas ou elle se terminera pas quoi. Voilà, on est vraiment là-dessus. Ouais, on en reparlera des rituels parce que c'est quelque chose qui dans ton parcours t'a aussi aidé. Bien aidé, ouais, c'est vrai. Est-ce que d'abord tu pourrais nous parler un petit peu comment c'était pour toi quand tu étais plus jeune, enfant ou adolescent, ton rapport à toi, à tes parents, avec cette particularité que tu ne savais pas que tu avais? Et quand j'étais plus jeune, donc mes souvenirs, c'est que déjà, alors c'est très paradoxal parce que j'étais dysorthographique, donc souvent les gens TDAH ils ont des dysorthographiques, dyscalculiques. Moi j'étais dysorthographique et dyscalculique, c'est-à-dire que j'arrivais pas à faire des additions classiques et j'avais du mal avec les mots. Alors c'est-à-dire qu'un même mot je pouvais le voir plusieurs fois, pas dyslexique mais dysorthographique. C'est-à-dire des fois je ne me rappelle plus comment le mot s'écrit, même si je peux l'écrire 10 fois. Et j'avais des problèmes de concentration, donc souvent on me mettait devant, ou j'avais des mots, tu vois, elle est dans la lune, ou elle part voilà, elle discute avec ses camarades, que tout le monde a eu, mais moi c'était tout le temps. Mais à contrario, et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que j'avais une intelligence émotionnelle que la plupart des enfants n'avaient pas parce que il fallait que je m'adapte. Donc en gros, j'étais pote. En fait, je me faisais pote avec les meilleurs de la classe. Tu vois, c'est très bizarre. Mais socialement, j'essayais en fait de surcompenser ce truc. Je me mettais à côté des filles qui géraient bien pour me dire ok, c'est quoi, pour qu'elles me réexpliquent les consignes. Donc j'ai adapté. En fait, si tu veux, j'étais pas super forte à l'école sur les sujets qui m'intéressaient pas, parce que ça aussi, il faut le dire. Les sujets qui m'intéressaient, ça allait très bien. Et j'avais tendance à déjà à ce moment-là me dire ok, comment les gens peuvent m'aider et comment je peux leur rendre l'appareil, c'est-à-dire à bénéfice à but lucratif, je sais pas comment te dire ça, mais c'est très animal, mais au final je pense que pas mal de gens se reconnaîtront là-dessus quand on développe des capacités en fait de masking, d'intelligence émotionnelle, moi je repère très vite l'ambiance des gens, comment ils sont, comment ils réagissent, les mimiques, enfin voilà, je me suis adaptée avec... bon, c'est pas forcément très bien parce que du coup, on surinterprète aussi beaucoup les visages, mais ça m'a aidée dans le fonctionnement de l'être humain, tu vois. D'accord. Et avec ta famille, est-ce qu'il y avait des particularités? Avec ma famille, tu vois, les devoirs, c'était catastrophique. Moi, je me souviens... si tu veux, je faisais les devoirs avec mes parents, on avait une nounou qui m'aidait à faire les devoirs. Et je me rappelle, des fois, je restais des heures devant mes... Sauf que mes parents, ils savaient pas que, tu vois, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Et ouais, je restais des heures, et puis mes parents, ils voulaient que j'apprenne ma leçon. Donc, des fois, j'étais là, devant mon truc, ça rentrait pas. Des poésies, j'essayais. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que souvent, on veut y arriver, mais on n'y arrive pas, quoi. Et je pouvais la répéter 20, 30, 40, 50 fois, impossible. Par contre, je sais pas, j'étais à fond sur, très bizarre, mais j'étais à fond sur les dents. Donc j'étais là, alors ça, telle molaire, c'est la numéro 32, machin. Et je connaissais par cœur. Mais par contre, une poésie, impossible, quoi. Donc c'est très, ça dépend vraiment de ce sur quoi l'histoire, j'ai adoré l'histoire, tu vois. J'étais très forte. Les maths, impossible. Ouais, comme tu dis, tu peux faire un focus sur quelque chose, mais quand ça n'intéresse pas, c'est pas possible. Ouais, ok. Pareil, on y reviendra, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as des conseils malgré tout à donner
aux parents notamment qui ont des enfants TDAH, Ouais. donc on pourra revenir sur ça. Après, on peut le partager aussi maintenant. Comme c'est toi, tu fais ton Mon émission, interview. ton interview. Ouais, on pourra y revenir sur la fin. Ok. Et donc, on va dire qu'il y avait donc des sujets notamment en lien avec la scolarité qui pour toi, pour le lien avec tes parents, qui pouvaient être un peu questionnants, conflictuels. Ouais, est-ce qu'il y avait d'autres thématiques ou c'était surtout sur ça Bah, dans ma petite enfance, c'était ça. Après, quand c'était l'adolescence, moi j'avais des problèmes d'impulsivité, tu vois. Enfin, j'étais très confrontante et puis les mots ils sortaient comme ça, quoi. J'avais pas de filtre. Encore maintenant, mais maintenant je me suis régulée, j'ai fait des séances de psychothérapie, j'ai un traitement. Mais c'est vrai que je disais les trucs comme je les pensais. Il y avait pas, j'avais pas de filtre en fait. Mais ça, c'est malheureusement, c'est quelque chose qui fait partie de ce trouble. Hein. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc bon, surtout quand on est fatigué, moi j'ai essayé de me retenir, de feinter, mais quand t'es fatigué, des fois t'as des mots qui sortent, t'es là, bon, t'es dur avec toi-même, mais t'es aussi dur avec les autres, quoi. Donc c'était surtout, des problèmes d'impulsivité que j'avais beaucoup, puis j'avais des up et down, tu vois. Il y avait des moments, j'étais là en mode, c'est bon, je vais être trop forte dans mes devoirs, je vais faire mes devoirs, je vais sortir avec les copains et tout. Puis il y avait des moments où j'avais envie de voir personne, j'étais crevée, parce que j'avais tout donné la veille dans mes devoirs, tu vois. Donc bon, c'était très oscillant, mais je savais pas ce que j'avais, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie en fait du trouble du TDAH, d'avoir comme ça des niveaux d'énergie qui peuvent différer. Ah oui, complet. C'est-à-dire que suivant ce que tu manges, ton cycle menstruel, si t'as fait quelque chose qui ne te plaisait pas ou qui ne te demandait pas beaucoup d'efforts, ton énergie elle fluctue vachement. Mais moi pendant longtemps je m'étais dit, mais alors ça se trouve je suis bipolaire, quoi, tu vois. Mais en fait mon psychiatre m'a dit, mais en fait la bipolarité c'est sur des périodes beaucoup plus longues. Et si tu veux, moi ça se passait en une journée. Tu vois, j'avais des moments où je me réveillais le matin. J'étais j'étais pas motivée, puis je regardais un documentaire sur l'Égypte et j'étais là, attends bien, je restais 1h30 devant, puis après je devais faire mes devoirs, alors oh là là, machin, enfin. Oui, il y a vraiment des facteurs et c'est des choses qui se voient concrètement, en fait, que tu as pu analyser, observer une fois que tu as eu ces explications. Et justement, par rapport au suivi que tu as eu, au diagnostic que tu as eu, c'est intéressant aussi de parler du fait que des fois on peut vivre des choses et faire le bon diagnostic n'est pas forcément évident et des fois les erreurs arrivent. Exact. Toi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a orienté vers le TDAH? Alors moi de base, j'avais pas trop entendu parler du TDAH. C'est-à-dire que en ce moment, tout le monde dit c'est une mode. Enfin, j'ose presque pas le dire parce que il y a vraiment tout un espèce d'engouement autour de ça. Moi, c'est vraiment pas du tout ça. Et en fait, j'ai fait un burn-out. En fait, pour vraiment dire toutes les choses. C'est-à-dire que moi, je travaillais dans la santé depuis à peu près 6 ans et j'ai fait un premier burn-out au bout de 4 ans, un truc comme ça, tu vois, avec une grosse dépression. Et je m'étais dit, non, mais c'est mon environnement de travail qui est pas bon. Alors oui, d'accord, c'est stressant, mais bon, je pense que je vais changer et puis ça ira mieux. Et j'ai fait un deuxième burn-out. Et ce burn-out-là, en fait, cette dépression-là, on m'a donné des antidépresseurs, mais ça marchait pas. Et je me suis dit, mais attends, il y a un truc. Parce que la dame me disait, mais j'avais un premier psychiatre qui me disait, mais vous allez voir, au bout de 1, 2, 3 mois, vous allez retrouver de l'élan vital, ça marchait pas. Mais en même temps, les antidépresseurs qu'elle me donnait, les antidépresseurs, c'est des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Alors moi, j'avais des problèmes de dopamine. Et du coup, alors, très bizarre, parce que c'était comme si j'étais anesthésiée, alors très bizarre, mais ça me faisait rien. J'avais pas plus d'élan vital, j'étais pas forcément mieux, j'étais au contraire, tu vois. Et puis par moi-même, en fait, j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce qui va pas chez moi? Je me sens bizarre, je me sens déconnectée, je sens que j'ai une façon de penser complètement différente de la norme. Moi, des sujets au travail, on faisait du small talk qu'on appelle, ça m'intéresse, ça me saoule. Et puis j'avais une psychologue à l'époque et on parlait, et puis elle me disait, vous savez,
elle m'avait pas dit TDAH de suite. De toute façon, les psychologues, elles sont pas en capacité de faire des diagnostics. Elle m'avait dit, vous savez, je suis des patients qui ont quand même des neuroatypies et votre façon de parler, de vous, de penser, elle me fait vraiment penser à une neuroatypie. Elle m'avait pas dit TDAH au début, elle m'avait dit peut-être voir un spécialiste de l'autisme ou quelque chose comme ça. Après, les deux sont très liés en général. Et donc je me dis, bon ok, sur Bordeaux c'est super dur de trouver. Et je tombe sur un psychiatre spécialiste du TDA, des troubles de l'autisme, qui est sur Paris mais qui fait des consultations en visio. On fait une première consultation et puis moi je lui explique, je lui dis bon bah ça se trouve je suis peut-être autiste. Alors il me dit il me pose des questions et puis il me dit mais est-ce que dans votre famille il y a des gens qui sont autistes? Alors je dis bah oui, mon cousin, ou j'ai un cousin qui est autiste du côté de ma mère. Et il me dit mais sinon est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu TDAH? Alors moi je savais pas, je vois pas. Il me dit bah est-ce que votre oncle par exemple, le frère de votre mère, il a eu des problèmes à l'école? Alors je dis ah oui c'est vrai, bon il était un peu inattentif, c'est vrai qu'il avait de la dyslexie. Et alors là il me dit bah vous savez le TDAH, l'autisme, c'est pas génétique mais il y a un gros terrain génétique en général. Quand un enfant était diagnostiqué TDAH, souvent le parent est TDAH. Ou il y a quelqu'un de la famille qui l'est. Et moi, bon. Et il me fait faire plein de tests. Donc il y a une batterie de tests qu'il m'envoie. Donc je me rappelle même plus, mais une dizaine de trucs qu'il m'envoie où il faut remplir. Et puis il y a des entretiens. Et puis ça dure. C'est très long, ça dure 2-3 séances où il fait des entretiens. Il discute. Il y a aussi les parents qui doivent intervenir pour voir comment on était quand on était jeune. Et puis à la suite de ça, il me dit bah voilà, en fait j'ai mon diagnostic, vous avez un trouble de l'attention de type hyperactivité et hyperactivité, hyperactif. Mais il y a plusieurs types et il me dit votre type à vous c'est dans votre tête, c'est pas dans votre corps. Donc là, coup de massue, je me suis dit voilà, alors tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est à cause de ça. Alors là, j'ai fait deuxième grosse dépression. Je me suis dit, toute ma personnalité, mon être, en fait, c'était construite un petit peu sur ça. C'est-à-dire que toutes mes réactions de ma vie, mon travail, comment je réagissais par rapport aux gens, ma personnalité, c'était construite sur un trouble que je ne savais même pas que j'avais. Et alors là, mais je me suis effondrée. Et c'est pour ça que, le TDAH, c'est une mode. Non, je ne trouve pas. Je trouve que c'est pas facile à vivre en vrai. Et je me suis effondrée, je me suis dit bon ben là maintenant j'ai pas le choix. Il faut que je travaille sur moi, il faut que je vois comment je peux m'aider, comment je peux remonter la pente. Et puis ça a été une année de thérapie très longue, très intense, des accompagnements psychiatres. Ça a été moi me reconditionner dans ma personne, dans ma personnalité et apprendre à mieux me connaître aussi quoi, parce qu'en fait et là je vais te dire, depuis toujours, en fait, on ne nous apprend pas à s'écouter. Et en fait, il a fallu que je fasse un gros burn-out, que mon corps il soit off pour me dire, là, il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais, donc t'as vraiment eu cette période de contre-coup un peu du choc de la nouvelle où t'as dû prendre le temps de... Ouais, ça m'a mis plusieurs mois, quand même, 3-4 mois où j'étais vraiment à plus savoir qui j'étais, quoi, tu vois, parce que c'est comme si du jour... Tu sais pas ce que t'as, tu sens que t'es différent, et puis du jour au lendemain, tu te dis, bah voilà, t'es TDAH ou t'es autiste. Voilà, prends ça, et puis débrouille-toi avec ça. Mais du coup, tu te dis, bah en fait, tous les gens, moi je me dis, mais tous les gens que j'ai côtoyés, ils ont dû me trouver chelou, quoi. Non mais... tu remets en question ton identité, quoi. Même au travail, je me disais, mais en fait, je suis pas normale, quoi. Mais c'est quoi la norme, en fait, tu vois? Mais voilà. Donc, oui, parce qu'en plus, quand on met un mot, il y a un peu les étiquettes qu'il y a derrière, en fait. Donc, ouais. Puis en plus, il y a quand je disais, j'ai un TDAH, oui, mais c'est tout, tu sais, c'est une mode. Bah, tout le monde l'est en ce moment. Tout le monde l'est un petit peu. Tout le monde l'est un petit peu. Enfin, en général, c'est les réseaux, c'est... Oui, alors, je te donne ma vie, on échange. Moi, je veux bien faire la mode, ok? Et puis, toi, t'es dans ma tête, et puis, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que je trouve que c'est tellement... En fait, je pense que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été diagnostiqués. Je pense qu'il y a ça. C'est comme quand on dit qu'il y a une explosion de cancer du sein, je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent avoir la possibilité d'être diagnostiqués. Et du coup, ça donne l'impression que tout le monde a un TDAH,
Mais en fait, on est, je te dis, 5% même pas 2-3% de la population, on n'est vraiment pas énormément, mais ça donne l'effet que il y a beaucoup de gens qui ont un TDAH alors que pas tellement, tu vois. Et par rapport, du coup, tu parlais aussi de traitement, oui. De Ritaline, hein, c'est ça, Ouais, c'est ouais. le traitement. Toi, comment tu as vécu aussi le fait de... déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu fait déclic ou c'est juste de prendre le temps d'encaisser la nouvelle, entre guillemets, ou qu'est-ce qui t'a permis de te dire, bon, là, ok, ça a été dur de savoir ça, d'avoir ce diagnostic, mais là, il faut que je trouve des ressources. Tu vas rire. L'élément déclencheur, et tu vas rire, mais vraiment, c'est que j'arrivais pas à ranger ma cuisine. Mais c'est tout con. Mais j'essayais de ranger ma cuisine. J'ai essayé de ranger ma cuisine pendant 6 mois. Je n'arrivais pas à ranger ma cuisine. Et en fait, je lui dis à mon psychiatre, je lui dis voilà, j'arrive pas à ranger. Il me dit bah voilà, moi ce que je peux vous proposer, c'est voilà, on a un traitement qui s'appelle la Ritaline. Donc pareil, c'est un inhibiteur de la recapture de la dopamine. C'est pas à prendre tous les jours. Ça à prendre quand vous avez des moments où vous devez être concentré, que vous voyez des gens, que vous savez que c'est important, mais voilà. Et je prends ce médicament, et alors ma cuisine est rangée en 10 minutes. Et je vois comment les gens, entre guillemets, neurotypiques, pensent et fonctionnent. Et je vois comment je fonctionne aussi. C'est-à-dire comment je fonctionnais avant, et j'arrive à prendre du recul. J'arrive à avoir des filtres, j'arrive à me concentrer, j'arrive à avoir comme un calme mental. Et je suis pas dans l'excitation, dans l'illumination, je suis détendue et calme. Alors je dis à mon psychiatre, je lui dis mais c'est normal, moi je me sens calme, je me sens pas... Bah ouais, en fait les gens qui ont vraiment un TDAH, quand ils prennent de la Ritaline, c'est pas censé les exciter, c'est censé les calmer. Donc à partir de ce moment-là, moi je te le dis, j'en prends pas tous les jours parce que c'est quelque chose qui fatigue énormément. Parce que ça augmente ta concentration, sauf que le truc c'est que si t'es pas bien câblé, tu peux être concentré sur la plante, tu vois. Tu vas être là en mode ah oui, alors la plante, ok, comment il faut que je l'arrose. Mais tu peux rester concentré 2 heures sur une plante en mode oui, d'accord. Donc il faut vraiment le prendre en conscience de dire bon, je vais travailler, je vais faire un truc important. Parce que des fois, tu peux rester concentré à scroller sur les réseaux, tu vois. Donc c'est un peu. Je dirais pas que c'est le traitement miracle, mais quand vraiment tu sens que t'arrives pas à te concentrer. Que tu veux avancer dans ta vie aussi, parce que mine de rien, c'est une béquille, je dirais. C'est pas un miracle, mais c'est une béquille. Ouais, bien sûr. Quel autre outil t'a servi, a été bénéfique pour toi? Alors, je dirais, alors là aussi tu vas rigoler, mais on en a parlé, c'est apprendre à m'ennuyer. J'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est dopamine et tout, et c'est vrai qu'on est dans un monde où on est vachement mise à contribution dans notre travail, mais aussi par rapport au réseau et tout. Et pour augmenter ses réserves de dopamine, en fait, le mieux qu'il y a à faire, c'est apprendre à s'ennuyer. Et c'est pour ça qu'on dit, ouais, faut faire de la méditation. Parce qu'en vrai, on va pas se cacher, quand on médite, on s'ennuie. Et en fait, il y a aussi un côté où ça reconstitue cette espèce de réserve de dopamine. Et du coup, on peut agir là-dessus. La méditation, la respiration, je fais beaucoup de respiration. Pas de la cohérence cardiaque, mais ils appellent ça de la respiration holotropique. Donc c'est une respiration un peu active qui active justement cette dopamine, ou du moins ça te rend un peu plus conscient de ton corps. Mais c'est vraiment la méditation qui m'a aidée, honnêtement. La méditation, essayer de méditer, je le fais pas tout le temps, mais 30 minutes toutes les 2-3 jours, ça m'aide beaucoup. Mais c'est très dur au début, surtout quand t'as un TDAH, c'est très très dur. C'est limite une torture, mais moi j'aime bien me torturer, tout ça sur les bras. Mais j'aime bien tester des trucs un peu, voilà. Et, un peu challengeant. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire, c'est très très dur. Et après, je me suis dit, on en a parlé, je me suis dit, tiens, je vais aller à KICO parce qu'on s'ennuie dans les trucs balnéaires. Et du coup, j'ai trouvé un peu un truc de méditation où j'y vais une fois par semaine, où tu sais, je te disais un peu pendant ma phase lutéale, j'y vais et je m'ennuie. Mais après, je me sens bien de m'être tu sais que c'est bénéfique pour toi, donc déjà vraiment. Tu te dis, bon, je fais quelque chose de bon pour moi et tu vois les effets, quoi. Ouais. Ok.
Est-ce que pendant ce parcours, parce que du coup ça s'est un petit peu entremêlé le burn-out qui t'a amené finalement à un état dépressif et ce diagnostic de TDAH, est-ce que dans ton parcours on t'a parlé de régulation du système nerveux? Mais pas du tout, tu vois. Pas du tout, du tout. Et c'est là où je me dis, on a encore beaucoup de chemin à faire sur la connaissance du système nerveux, parce que je te jure que de tous les accompagnements que j'ai eus, même psychologiques ou quoi, on m'a jamais parlé de régulation du système nerveux. Ok. Et toi, via tes connaissances personnelles, c'est là que tu as plus découvert. Pour tout te dire, j'ai commencé à découvrir le système nerveux d'ailleurs. J'ai regardé un documentaire sur Arte, le Nervac, je sais pas si tu connais ce documentaire. Et alors j'étais, mais ça m'a fascinée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez? Et c'est là où j'ai tout fait en conscience par rapport au système nerveux. Maintenant, j'essaie de calmer comment je fais pour ma respiration, activer mon nerf vague, essayer de réduire mon cortisol. Enfin, vraiment, je fonctionne en conscience de ma neurochimie de mon cerveau. Enfin, je suis très très au clair avec comment je me sens, le cycle. Voilà. Mais avant, pas du tout. Ouais, donc c'est vraiment aussi un outil qui t'a aidé sur ton parcours. Oui, de fou. Mais c'est vrai que quand on connaît pas, on peut pas savoir, quoi. Tu vois, il faut vraiment se pencher là-dessus pour se dire, ok, le système nerveux c'est ça, le central, le périphérique, machin, comment je fais pour passer en parasympathique, comment machin. Mais c'est hyper important en fait. Je trouve que c'est la chose la plus importante pour avancer dans la vie. De se connaître et connaître quand on est dérégulé, tu vois, quand le système nerveux il part en vrille, quoi. Bien sûr, ouais. Parce que le mode fuite, c'est très bien, hein. Quand on a des épreuves, c'est super. Mais quand on est tout le temps en mode fuite, c'est là où la dépression elle arrive, parce qu'on n'a plus assez de neurochimie pour fonctionner, quoi. Ouais, et puis ça use tous nos systèmes, hein. Bien sûr. Et justement, moi, ce qui m'interrogeait, c'est le fait qu'avoir un système nerveux dérégulé, on peut avoir certains comportements, comme par exemple l'hyperactivité, qu'on retrouve aussi quand on a un TDAH. Mais du coup, c'est deux choses. Oui. C'est différent, mais on peut retrouver quelques comportements. Mais quelqu'un qui n'est pas TDAH peut du coup avoir cette hyperactivité parce que son système nerveux est dérégulé et vice versa. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est un petit peu toi qui as un petit peu cette carte avec ces deux univers, ce que tu pourrais nous dire sur ce que toi tu as compris de ok, c'est de mon TDAH et du coup la marge d'évolution sur ça est assez faible et donc j'apprends à vivre avec. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait ça c'est peut-être plus dû à mon système nerveux, donc je peux davantage agir dessus. Ok, alors je vois très bien ce que tu veux dire. Et moi, vu que j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité mentale, en fait je fais le lien. C'est-à-dire que tout ce qui est quand j'ai une pensée, que je me perds dans mes pensées, quand je suis dans la lune, quand j'essaie de m'organiser mais que je m'organise, ça c'est TDAH. Mais tout ce qui est en fait les deux sont un peu liés quand même, si tu veux. Pourquoi je suis dérégulée? Parce que je me fais pas confiance. Pourquoi je me fais pas confiance? Parce que par moments je vais dans un autre monde, si tu veux. Et donc du coup les deux sont interconnectés quand même, hein, parce que quand mon système nerveux est dérégulé, de toute façon je suis en mode pilote auto. C'est-à-dire que je me fais tellement pas confiance. Mon TDAH, il est un peu genre comme dans les nuages, tu vois. Moi, ma personnalité, je suis quelqu'un de très artiste. Je vais peindre, je vais être dans mon monde, très poisson, tu vois. Très dans les nuages, nanana. Et quand je suis en mode pilote auto, j'ai plus de créativité. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je dois faire le ménage, mais j'y arrive pas, mais je le fais quand même. J'embrouille mon mec comme pas possible parce que ça c'est pas carré, tu vois. Et donc je le sens parce qu'il y a comme quelque chose de très strict qui arrive. Et en fait, derrière ça, et je l'ai compris plus tard, c'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété. En fait, c'est une anxiété qui me tient. Et au lieu de me dire, ok, je ressens de l'anxiété, j'accueille, et puis je fais non, je suis là en mode, non, je ne veux pas. Et en fait, ça crée une tension constante entre je ne veux pas ressentir de l'anxiété, je ressens de l'anxiété,
et je suis dérégulée. Et je ne veux pas me l'admettre parce qu'il faut que je sois forte, tu vois, qu'il faut que j'avance. Sauf que je suis constamment en train de tirer. Et là où je le ressens quand je suis dérégulée, c'est les cervicales. Quand j'ai une douleur à côté gauche cervicale, que je sens que ça remonte comme ça, ou bas du dos, en général, c'est que là, c'est l'anxiété, c'est plus, tu vois. Ouais, donc aujourd'hui, tu arrives quand même à différencier au niveau de tes comportements. Qu'est-ce qui est de, là, tu passes en survie, en sympathique, et qu'est-ce qui est de, ok, là, c'est mon TDAH. Ouais, t'arrives vraiment bien à analyser. Vraiment. Mais parce que j'ai eu le temps d'apprendre, j'ai eu un an pour voir un peu comment je fonctionnais, tu vois. Ouais, ok. Donc au quotidien, tu nous as parlé des pratiques pour toi méditatives qui peuvent, je le précise quand même, ne pas convenir à tout le monde. Tout à fait. Surtout si on est en sympathique, parce que voilà. Ça peut être très stressant. Hein. Moi, honnêtement, je le conseille pas. Ouais. En tout cas. Ou pas tout de suite dans un parcours de régulation. Toi, je ne sais pas, vu que tu es professionnel du système nerveux, mais moi, en tout cas, j'ai fait l'erreur de le faire quand j'étais dérégulée, en dépression, en burn-out, et ça m'a encore plus angoissée. Carrément, c'est comme s'il y avait un lion dans la même pièce que toi et qu'au lieu de partir, tu restais assise. Hein, donc c'est... Exactement, non, je le conseille pas. Mais moi, vu que j'ai un cerveau un peu, voilà, j'aime bien aller au bout du truc, tu vois. Genre, c'est comme si j'étais là, je souffrais tellement de mon mal-être que j'étais là en mode, ok, on va s'asseoir, on va regarder en face ce qu'il y a. Donc, c'est de la résilience. Moi, j'ai beaucoup de résilience. C'est plus une discipline du cerveau que j'ai voulu avoir, tu vois, en conscience. C'est pas je vais faire de la méditation pour me réguler ou pour faire comme le Dalai Lama. C'était vraiment en conscience, je vais essayer de développer mon lobe frontal. Ouais, et ça change tout, et c'est trop important que tu parles de en conscience, parce que c'est tellement important dans ce parcours de régulation du système nerveux de faire en conscience et de pas faire parce qu'on pense que c'est bien, parce qu'on a vu ce conseil, parce qu'on a vu telle personne faire ça. Et dès qu'on commence à mettre de la conscience sur nos comportements, sur nos routines, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ressent, mais en fait c'est là que ça change tout, parce que c'est là qu'on peut explorer et se dire ça je vois que ça me fait du bien, ou ça non je vois que ça me fait pas du bien, même si c'est machin truc qui m'a dit de faire ça, si ça me fait pas du bien, j'ai de la conscience dessus et du coup je continue pas en fait. Non, c'est sûr. Donc c'est vrai que ce qui concerne la méditation, moi je le recommande absolument pas quand on est activé en sympathique. Ouais, c'est ce que j'étais sûre. Et même quand on est plutôt activé en dorsale, donc plutôt en hypoactivation, je sais pas, je trouve que le terme méditation, c'est tout et rien en même temps. Je sais pas, je préfère parler de pleine conscience, à la limite de conscience de soi. Pourquoi pas d'être en méditation, en mouvement, donc à la limite d'aller marcher dehors et d'être en conscience que tu marches, en conscience de regarder les arbres. Certaines personnes vont appeler ça de la méditation active. Bon, moi c'est pas trop le mot que j'utilise parce que la méditation est trop connotée et souvent ça fait peur aux gens, alors qu'en fait l'idée c'est surtout d'être en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Exactement. Donc c'est ça que tu as développé d'une certaine façon aussi. Après, moi il faut savoir que j'ai un TDAH, mais le seul truc qui me permet de me concentrer plus et d'être en méditation, c'est la peinture. Moi je peins beaucoup. Donc en fait j'avais déjà ce truc de rester focus. Après la peinture c'est plus un état de flow, enfin je sais pas si tu vois. C'est un peu différent. Ouais, c'est un peu différent parce que t'es pas concentré vraiment sur toi et tes sensations, mais t'es concentré sur un support. Donc du coup là c'est vrai que c'est bénéfique, surtout pour le TDAH. Les ruminations. Mais après c'est vrai que c'est bénéfique au niveau du système nerveux, dans le sens où pour toi c'est une ressource, parce que c'est ton moment, tu prends du plaisir. Et dans le travail de régulation du système nerveux, les ressources sont essentielles, parce qu'en général, quand on a un système nerveux dérégulé, on est tout le temps dans la lutte intérieure, dans le combat. Forcément, comme ça va pas, notre regard va être orienté vers les choses qui sont douloureuses, qui sont difficiles. Et en fait, on a besoin de commencer par ça, mais c'est primordial, par se ressourcer. Et souvent, les gens, au début des accompagnements, quand je leur demande quelles sont vos ressources, qui vous fait du bien au quotidien, les personnes ne savent pas, parce que quand on est épuisé, c'est normal de ne pas vraiment savoir répondre à cette question, parce qu'on est tellement juste dans ce qui ne va pas. En fait, il y a des douleurs chroniques, il y a l'anxiété, on est dans la survie. Donc forcément que penser à
l'odeur de cette bougie à la vanille, elle me fait du bien, ça sent superflu. Et puis on est, comme ce que tu disais, je suis d'accord, je rebondis là-dessus, mais on est tellement pas bien que même ce qui nous faisait plaisir avant nous fait plus plaisir. Donc c'est vraiment, je trouve, un apprentissage de se remettre dans ce niveau un peu plus calme en fait. Et c'est une discipline en vrai. Hein. Le mot discipline, je l'aime pas du tout, mais c'est vrai que c'est ça. Hein. C'est une discipline d'être heureux et de se sentir bien. Dans le monde dans lequel on vit, ça devient... j'aime pas ce mot-là, mais ça devient quelque chose comme de la... Tu sais, quand on dit il faut faire du sport pour sa santé physique, ben là c'est pareil. Je trouve que la santé mentale, c'est un peu comme un muscle aussi, tu vois, que tu dois tous les jours muscler, alimenter, parce que c'est comme au sport, dès que tu fais plus une séance, tu sens que t'es un peu plus, tu vois, mou, tu vois ce que je veux dire, je sais pas si... Mais oui, parce que prendre soin de sa santé physique, aujourd'hui on comprend davantage, on sait qu'il faut faire du sport, qu'on le fasse ou pas. Si tu demandes à quelqu'un comment tu prends soin de ta santé physique, bon bah les gens ils vont dire le sport, peut-être l'alimentation, mais comment tu prends soin de ta santé mentale, c'est encore très tabou. C'est encore très tabou. Et c'est vrai que comme tu disais, le mot discipline peut avoir des connotations comme le fait d'être déterminé, et j'ai échangé par mail avec une personne aujourd'hui, et elle me disait voilà, qu'elle avait trouvé un appartement à Bordeaux alors que ça a été super dur, et on se disait que la détermination finissait par payer. C'est vrai que derrière ce mot détermination, comme derrière le mot discipline, ça peut être connoté je suis dans le combat, je suis dans la lutte, énergie masculine. Totalement énergie masculine, alors qu'on peut très bien être discipliné et déterminé en étant dans la conscience de soi, dans la compassion, dans la bienveillance et dans la douceur. Donc en fait, c'est juste que les mots aujourd'hui ont une connotation qu'on leur a attribuée, alors qu'en fait, c'est pas une vérité. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est exactement ça. De toute façon, la discipline, elle vient aussi du fait que, en tout cas pour moi, pour ma part, c'est plus une question en conscience d'objectif, c'est-à-dire de se dire je veux aller mieux et comment je fais. En conscience, je vais faire ça, mais vraiment pas pour dire ok, ça va me. Vraiment, je le fais parce que je sais ce que ça active en moi, je sais que ça travaille mon lobe frontal, je sais que j'ai telle dopamine quand je vais marcher, j'ai de la sérotonine et je le prends, tu vois. C'est vraiment, et tu as raison, c'est plus en conscience avec douceur. C'est plus la discipline de s'aimer en fait, hein, tout simplement de s'écouter comme on écouterait une amie, tu vois. Ouais, et quels sont tes besoins et tu y réponds. Et je trouve que c'est ça toute la différence quand on se sent dans cette lutte intérieure. Ben, en effet, c'est plus facile à dire qu'à faire et ça demande de l'expérience et tester. Donc on ne change pas en un jour. Mais quand on a cette lutte intérieure, de plutôt progressivement aller plus, au lieu de se dire waouh, mais à l'intérieur de moi je sens que mes parts voilà, sans même parler de parts ou de choses un peu plus techniques, mais juste de punaise, je sens qu'en fait je me bats avec moi-même. Ok, tu sens que tu te bats avec toi-même, quel est ton besoin et comment tu peux y répondre. Bien sûr. De s'apporter ce qu'on peut s'apporter, quoi. Mais quand on ne l'a pas appris au début, c'est dur. Mais totalement, c'est comme je dis souvent, la régulation du système nerveux, c'est un mode de vie, c'est pas juste une technique thérapeutique. Et en fait, quand tu vis déjà depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'une certaine façon et que d'un coup tu comprends qu'en fait, bien sûr, ben, tu vois les choses autrement, waouh, oui, c'est un apprentissage, hein, donc ça se fait pas en un jour ni en quelques semaines, il faut plusieurs mois et presque plusieurs années. Et en fait, ça fait partie après de la vie. Hein. Bien sûr. Et puis il y a aussi, moi j'entendais toujours, oui, il faut lâcher prise. Alors, oh là là, le nombre de thérapeutes que je suis allée voir qui disent, ouais, mais il faut lâcher prise, oui, mais ça veut dire quoi lâcher prise? Clairement, moi je suis allée dans le dictionnaire, parce que TDAH, je suis allée j'ai dit, mais ça veut dire quoi là? Parce que lâcher prise, oui, d'accord, tu prends quelque chose, tu lâches prise. Mais dans ton cerveau, comment tu fais pour concrètement lâcher prise, tu vois? Et en fait, et c'est là, mais maintenant, je l'ai conscientisé il y a pas longtemps. En fait, lâcher prise, c'est juste accepter d'accueillir et accepter de ressentir ce qu'on ressent et accepter aussi que les émotions qu'on ressent ne sont pas toujours positives. Et il y a ça aussi, on est dans une société où on a tellement appris à être positif, à être heureux, il faut être heureux,
le cerveau n'est pas programmé, mais c'est scientifique, le cerveau n'est pas programmé pour être heureux. Le cerveau, c'est la survie, la reproduction. C'est à nous, en conscience, de décider d'être heureux. Mais ça passe par, comme tu dis, un mode de vie à changer, tu vois. Ouais, et puis voilà, c'est un sujet où il y a tellement à dire. Dans ma tête, ça me tic-tic-tic, mais déjà, dans l'épisode précédent, je parle des émotions agréables, désagréables, positives, négatives, donc vous irez écouter. Mais il y a plusieurs choses là-dedans, c'est que déjà, effectivement, je trouve ça assez intéressant de faire la différence entre le bonheur et les émotions. Ouais. Parce qu'on peut ressentir de la peine, de la déception, de la tristesse, de la honte. Mais en fait, être heureux, parce qu'on a une base de sécurité assez forte. Ouais. Donc on a développé une connaissance de soi, ses ressources, qu'on a un environnement maintenant qui est sain, etc. Tout ce travail qu'on fait dans le parcours de régulation. Et du coup, la vie, c'est la vie. Donc il y a des événements qui sont tristes, il y a des événements qui nous mettent en colère. Donc déjà, on passe un peu les faut pas pleurer. C'est pour les faibles, faut pas être en colère, c'est moche une femme en colère. Ça, c'est le sujet d'autres épisodes, il y a tellement à dire. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de se dire, en fait, on peut développer assez de ressources et de sécurité pour en fait avoir une base de bonheur un peu. Bien sûr. Et malgré tout, accueillir la tristesse, accueillir la colère, accueillir toutes ces émotions qui sont désagréables au possible, mais qui sont pas dangereuses. Oui, et qui sont naturelles, pardon. Qui sont naturelles. Et en fait, on pense qu'elles sont dangereuses parce qu'on nous en dresse un tableau qui est négatif, mais on en a besoin. Évidemment. Puis bon, sans là, on peut moins ressentir l'autre, quoi. C'est vrai que si on n'a jamais ressenti de la tristesse, comment savoir quand c'est de la joie? Et inversement. Et puis les émotions, c'est des énergies en motion. Enfin, c'est ton corps. Pour moi, une émotion, c'est très complexe, mais c'est aussi ton corps qui t'informe qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que ce soit positif ou négatif, quand tu es face à une personne qui te provoque de l'anxiété, c'est qu'il y a quelque chose. Et il faut pas te dire non, je ne veux pas ressentir ça. C'est qu'il y a ton corps essaie de te dire quelque chose. Et des fois, le corps capte, ou tu vois, l'inconscient capte des choses que toi-même en conscience tu n'as pas capté. Et donc de se dire non, je ne veux pas ressentir ça, des fois ça se stocke sur le dos. Et souvent on a des problèmes de dos. Enfin, après c'est somatique, mais il y a plein de choses comme ça où on a tellement l'impression qu'on ne doit pas ressentir d'émotions, il faut toujours être neutre. Ça aussi, il faut être neutre. Mais oui, mais non, en fait, l'être humain n'est pas neutre. On n'est pas fait pour être neutre. Clair. Ah ouais, d'où l'importance de développer des outils et de développer ses ressources pour pouvoir ressentir avec les outils et sans être submergé. Parce que c'est vrai que quand on fait un certain accompagnement ou que dans notre vie, en fait, on nous a pas trop donné les outils, effectivement, on peut être submergé par nos émotions et plus savoir comment prendre les choses, plus savoir vers qui ou vers quoi se tourner. Bien sûr. Mais souvent, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, quand on est submergé par des émotions, c'est qu'on les a très souvent pas écoutées. Ou alors qu'on les écoute, mais qu'on les écoute pas vraiment, tu vois, et donc elles reviennent. Souvent, quand les gens ils sont beaucoup dans la tristesse de pleurer, c'est parce que il y a quelque chose en eux qui est pas vraiment résolu. C'est-à-dire que on pleure parce qu'on est triste, mais on comprend pas pourquoi on est triste des fois, tu vois. On va pas jusqu'au bout du cheminement. Et il y a aussi une question d'acceptation et de résilience, tu vois. C'est ouais, à partir du moment, en tout cas moi, ma guérison, elle a été faite à partir du moment où j'ai accepté de ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et bizarrement, à partir du moment où j'ai accepté de ressentir des émotions, quelles qu'elles étaient, j'ai commencé à ressentir plus d'émotions positives, de compassion, de bienveillance et de compréhension de l'autre. En fait, ça a commencé à monter comme ça, c'est-à-dire que plus j'apprends à m'accepter, plus je comprends l'autre et plus j'accepte l'autre aussi. C'est très bizarre, mais c'est... de toute façon, on est interconnectés. Là, je vais passer pour quelqu'un d'un peu perché, mais je trouve que notre monde intérieur est le reflet du monde extérieur aussi, tu vois. Ouais, et j'ai eu cette réflexion il y a quelques mois, que je trouve que tout ce parcours de connaissance de soi
fait qu'on connaît mieux notre fonctionnement propre, mais le fonctionnement des humains de manière générale. Et du coup, quand on commence à pouvoir s'apporter de la compassion, ben on en a aussi davantage pour les autres. Et en fait, on arrive plus à pouvoir un peu se décaler parfois de certaines situations, à avoir de l'empathie pour les autres sans être happé là-dedans. Et du coup, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est aidant aussi dans les relations. Ouais, carrément. Et c'est vrai que moi j'aime bien dire émotions agréables et désagréables au lieu de positives et négatives pour aussi montrer que c'est pas négatif, que c'est toujours positif, même quand c'est désagréable. Quoi. Bon, c'est la société un peu qui met des étiquettes sur ça. Ça c'est bien de le ressentir, ça c'est pas bien, c'est dangereux, mais non, mais en fait, tu vois. Ouais, complètement. Est-ce que du coup, toi, tu as d'autres rituels dont tu nous as pas encore particulièrement parlé J'ai des rituels ménage. Je sais que quand je fais le ménage, je suis obligée de mettre de la musique et de me mettre un chrono et de me donner une petite récompense après parce que sinon je pars dans tous les sens. Je vais vouloir ranger mon placard et puis ça finit par vouloir faire les toiles d'araignée et puis ça finit par vouloir avoir envie de changer le lustre, tu vois. Donc j'essaie vraiment de fragmenter, c'est-à-dire que je me dis, aujourd'hui, tu vois, le mercredi, je sais que le mercredi c'est, ou le samedi, non, c'est le samedi, c'est salle de bain toilette. À n'importe quelle heure de la journée, quoi qu'il faut, c'est salle de bain toilette. Et donc je me dis, 30 minutes salle de bain et toilette, ou alors, mais je fragmente et après je me récompense. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai fait, ok, je me pose devant une vidéo, je me bois un café, mais il faut toujours que mon rituel à moi, c'est toujours de me remercier d'avoir fait des choses qui pour moi sont super contraignantes, tu vois. Ouais, te remercier d'une parce que c'est bien de se remercier, il faut. Ouais. Et de plus parce qu'il y a cette particularité de la dopamine, et du coup que si tu sais qu'il y a une récompense, c'est plus facile de te mettre en mouvement sur la tâche, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Okay. C'est pas forcément plus facile, mais t'as un double boost. C'est-à-dire que quand tu finis ton activité un peu contraignante, t'as de la dopamine parce que t'as fait un truc un peu dur. Et un peu ça, si tu surrécompenses le fait que t'as fait quelque chose, ça te redonne un petit truc de dopamine et du coup t'es super content et t'es heureux pour ta journée, quoi, tu vois. Moi, il m'en faut peu. Hein. Pour être bien, il suffit juste que je fasse le ménage. Je rigole. Mais aujourd'hui, en tout cas, voilà, tu sais ça et en fait, du coup, ça. Ouais, après, je fais aussi beaucoup en fonction de mon cycle menstruel. Tu vois, on en discutait aussi, mais ma phase lutéale, je fais pas grand chose. Hein. C'est mon copain, encore heureux qu'il soit là, pendant cette phase-là, qui prend le relais parce que je peux pas faire les choses que je fais d'habitude, quoi, tu vois. Ouais, l'environnement aussi soutenant est important. Ah oui, très important. Ouais, et de pouvoir du coup se connaître pour partager aussi à nos proches, ok, là dans cette période j'ai besoin de soutien en fait, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Et ça aussi c'est un travail de pouvoir demander de l'aide. Complet. Après moi j'ai une application qui traque ça. Je sais pas, c'est Flow, tu vois, et je vois un peu mon cycle menstruel et je sais à peu près quand ça va tomber. Souvent c'est les 2-3 jours avant mes règles et en général je lui dis là je peux plus, là prends le relais, il prend le relais et ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a d'autres différences entre les hommes et les femmes avec un TDAH? Tu nous as parlé surtout de cette hyperactivité qui est l'hyperactivité physique qui est assez masquée chez les femmes parce que les petites filles doivent être assises sur une chaise à jouer à la poupée sans trop bouger. C'est une généralité, mais c'est vrai quand même. Hein. Alors les petits garçons vont faire du foot, vont courir après je sais pas quoi, vont faire le super-héros, etc. Donc ça conditionne un peu quand même, hein, voilà. C'est toujours vrai aujourd'hui, même si on tend à évoluer et à faire en sorte qu'il y ait plus de mixité, on va dire, dans les jeux, dans les rôles qu'on attribue aux petites filles, aux petits garçons. Est-ce qu'il y a d'autres différences, toi, que tu peux voir, ou c'est surtout celle-là? Non. Moi, honnêtement, Pardon, je vais dire oui. Je sais pas si tu... Bref. Moi, c'est plus... en fait, je me rends compte de la différence, c'est le cycle menstruel. J'avais côtoyé avant une personne qui avait un TDAH, c'était un homme. Et lui, tu vois, c'était plus à la journée, tu vois. Je trouve que le TDAH chez la femme, en tout cas pour moi, c'est plus au cycle.
C'est-à-dire que mon conjoint de l'époque, lui, c'était sur une journée, il avait des troubles inattentifs très prononcés, très, très hyperactifs, très impulsifs. Moi, je trouve que c'est au cycle. C'est-à-dire que en phase ovulatoire, j'ai beaucoup moins de symptômes du TDAH qu'en phase lutéale, où là, mes symptômes, ils sont fois 1000, tu vois. Il y a vraiment des phases... pendant mes règles, mes hormones, elles sont à zéro, j'ai pas assez de dopamine, j'ai un dysfonctionnement exécutif de fou. Il y a des femmes, je sais, qui prennent par exemple des antidépresseurs, qui ont un TDAH, qui prennent des antidépresseurs pendant la phase avant les règles pour justement pallier à cette chute, parce qu'en fait l'oestrogène, c'est l'hormone un peu qui est précurseur de la dopamine, et l'oestrogène, en fait, on en a, nous les femmes, que 2 semaines par mois. Après, c'est la progestérone qui prend le relais, et du coup, bon, il y a quand même un petit peu encore, la progestérone prend le relais, donc on arrive quand même encore à fonctionner, on commence à avoir des fonctionnements un peu limites, voilà, où on va quand même un peu plus se perdre, un peu plus être en bazar dans notre tête, mais aussi, moi je te dis, le monde intérieur c'est pareil que le monde extérieur, dans notre tête mais aussi dans notre quotidien. Et alors en phase lutéale, les 3-4 jours avant les règles, en général il y a une chute des hormones, et donc ce qui fait que le cerveau déjà de base d'une femme lambda, ben, il y a quand même ce petit truc de down, tu vois. Alors chez une femme TDAH, le down, c'est ça qu'on appelle le SPM, il est fois 1000. Et qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire moi j'ai essayé de prendre des plantes, j'ai essayé de machin, de faire des marches et tout, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est juste que c'est très dur parce que le cerveau il comprend pas. Pourtant c'est tous les mois, hein, mais le cerveau ne comprend pas. Et donc je trouve que c'est vraiment ça qui change. C'est les hormones, elles sont vraiment différentes chez l'homme et chez la femme. En tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas si en commentaire vous allez voir, mais c'est vraiment ça. En général, chez la femme, le SPM, chez une femme TDAH, c'est vraiment très très fort. On est presque sur une dépression. Si c'est pas régulé, si on fait pas nos exercices et tout, si on n'a pas tout ça, on est quand même très bas. Donc en tout cas, tu dirais qu'un des conseils pour les femmes, c'est vraiment d'avoir cette conscience du cycle, et d'avoir une application, un outil, ou soi-même de noter, mais en tout cas de savoir dans quelle phase tu es pour comprendre. Moi, ça devrait être obligatoire. D'avoir une petite mais toutes les femmes, mais d'autant plus les femmes qui ont un TDAH, vraiment. Et la nourriture aussi, moi ça a été dur, mais c'est vrai que essayer de manger un peu plus protéiné, parce que les protéines, en fait, c'est ça aussi qui crée la dopamine, d'une certaine manière. Après, j'ai pas tout le fonctionnement, mais manger un peu plus protéiné et moins sucré, ça aussi, on a souvent envie de sucre pendant cette phase-là, mais en tout cas, pour les gens qui ont un peu le même problème que moi, c'est vraiment super déconseillé, quoi. Donc moi, j'ai arrêté le sucre, par exemple. Ouais, d'accord, c'est vrai que tout le sucre raffiné, ça va augmenter en fait. Oui, le sucre raffiné. Ouais, ok. Tu m'avais parlé aussi du rapport aux vêtements, au confort. Ouais, bah là c'est pareil. Je peux être. Comme je suis distraite par tout et son contraire, même les habits, si c'est des habits qui sont trop rêches ou trop machin, ça va me gêner. Et ça va me gêner jusqu'au point où ça va m'énerver, quoi. Donc on a vraiment ce truc de... En tout cas, moi j'essaie de choisir des trucs un peu confortables et tout ça pour pas avoir ce truc d'irritation. Je sais pas si les personnes qui ont un trouble autistique ont ça, je pense qu'il y a ça aussi. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment ce truc de... Quand je mets des choses, tu vois un peu trop cuir ou trop machin, ça va pas. Ouais, tu vas te sentir mal et ça prend toute ton attention. Ça me tend pour la journée, quoi. Ouais, d'accord, ok. Comme faire la queue au supermarché, tu vois, c'est un truc... voilà. Parce qu'il faut s'ennuyer, donc du coup... c'est la frustration de l'attente, en fait, qui est très très dure. Ouais. Est-ce que ça, tu le retrouves dans d'autres situations du quotidien, Oui, bien sûr. Les bouchons, la queue au supermarché, préparer un repas, c'est tous les trucs où ça doit prendre un peu de temps, c'est très dur. Se coiffer, même des fois se laver. Mais ça dépend le cycle aussi, mais c'est vrai que voilà, ranger c'est très dur. En fait, toutes les choses qui te demandent une
petite réflexion moyen-long terme, c'est très dur. Est-ce que c'est des choses, toi, qui te semblent inutiles ou il n'y a pas trop de rapport avec ça? Il n'y a pas de rapport. Ok. Vraiment, ça peut être cuisiner un plat si ça prend. Moi, j'ai un fryer, tu vois. Merci le ciel. Mais si ça prend plus de 30 minutes, moi, j'en peux plus, quoi. Je suis obligée de mettre une vidéo et tout ça. Même regarder un film, je suis obligée de faire un truc à côté. Je peux pas. Et c'est pour ça que quand on va sur les réseaux, qu'on voit, ouais, moi j'ai un TDAH, je scrolle toute la journée ou je regarde. Une vraie personne TDAH, elle peut pas. Elle peut pas juste s'asseoir et regarder un écran toute la journée à faire du. Même si c'est de scroller. Scroller, c'est différent. Les TikTok, par exemple, c'est des petits boosts de dopamine. Donc, une personne TDAH qui regarde un TikTok, elle peut rester comme ça 3 heures sur le TikTok parce que c'est fait exprès. Ouais, tu vois. mais pas des films, Mais pas se faire un marathon de c'est films. impossible. Pour moi, c'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment que le film l'intéresse. Ok. Est-ce que du coup, tu as des conseils pour... pour tous les bassins de TDAH, tu en as quand même donné beaucoup. Pour les parents, est-ce que pour les parents d'enfants TDAH, il y a des choses auxquelles tu penses? Encore une fois, je dirais que c'est plus la récompense qui motive que la punition. Dans le sens où le cerveau des personnes qui ont un TDA, TDAH ne fonctionne pas avec l'esprit punitif. Dans le sens où on ne va pas être plus motivé si après on est puni, tu vois. C'est plus la récompense de se dire on va essayer de faire les devoirs et puis si tu arrives à le faire sans pression, mais si tu arrives à le faire bien en conscience dans les temps, peut-être qu'après on jouera ensemble ou on fait le repas ensemble ou des choses un peu comme essayer de ritualiser par exemple des moments comme les devoirs ou ranger sa chambre en des choses un peu plus cool et que ce soit moins il faut faire ça, c'est austère quoi, tu vois, faut que tu ranges ta chambre. Alors bien sûr quand tes parents, que t'es fatigué, que t'en peux plus, que t'as pas la même patience, c'est sûr, mais moi j'insiste sur ça parce que c'est en apprenant aux enfants à justement mettre une routine un peu plus mettre de la musique quand tu ranges, tu vois, viens on met la musique comme ça, on ritualise le truc, et en grandissant la personne elle va avoir ces rituels là, elle va pouvoir s'en servir. Moi j'avais pas ça, j'avais pas ce truc de me dire ok j'ai un rituel, je me mets ma musique ou je sais pas, je me mets une vie, c'est bête mais rien que se mettre une série qu'on aime bien en fond quand on range quelque chose ou un podcast, ça peut paraître dérisoire mais moi ça m'aide à me concentrer. Tu vois, ça cadre en fait ton activité. C'est ça. Comme le cerveau il est un peu occupé par 2 trucs en même temps, t'es plus concentré. C'est très bizarre. Mais ouais. Donc je dirais ça. Ritualiser et puis vraiment essayer de récompenser et fragmenter les tâches. C'est-à-dire que déjà une personne de base elle peut pas se concentrer plus de, je sais pas, 30 minutes voire 40 minutes sur quelque chose. Alors quand on est un enfant, c'est encore moins. Quand on a un enfant avec un TDAH ou TDA, c'est encore moins. Donc moi je dirais faire des petites pauses, des micro-pauses. C'est-à-dire tu passes 15 minutes, on se concentre à fond, on fait une petite pause. On se concentre, on fait une petite pause. Et quand on a réussi, et puis aussi dire, c'est-à-dire dire ok là on prend 1 heure pour faire les devoirs. Ok, donc de 17h, donc quand ils savent l'heure, mais de 17h à 18h on fait les devoirs. Si on n'a pas fini, on arrête, tu vois, vraiment. Et dire voilà, à 17h20 par exemple, on fait une petite pause de 5 minutes et on va boire, je sais pas, un petit jus d'orange, ou c'est peut-être pas un jus d'orange, mais voilà. Voilà, comme ça, et puis tu lui mets un petit sablier ou une petite horloge, comme ça il arrive à voir, parce que c'est ça aussi qui est très dur, c'est qu'on a du mal avec le temps. Donc rien que d'avoir un petit minuteur où on voit que le temps il passe et qu'on est concentré sur le temps, c'est beaucoup moins dur. Même pour la chambre, dire voilà, t'as ton minuteur. Le minuteur, quand il se termine, normalement la chambre il faudrait qu'elle soit rangée. Si c'est pas rangé, c'est pas grave, mais si c'est rangé, tu verras, t'auras peut-être une surprise. Et là, tu verras que l'enfant il va être là, ok, trop bien, on va essayer de ranger la chambre pour avoir la surprise, quoi. Le problème, c'est qu'après, il faut se réinventer pour. Voilà. Mais ça marche bien. Ok. Tellement précieux. Ouais, vraiment. Ouais, je pense. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses sur lesquelles tu avais envie de partager? Parce que c'est vrai que toi, ce qui m'a interpellée, ce que j'ai trouvé génial, c'est que tu as pu, au fur et à mesure,
en te laissant voilà, le temps. Ouais. Mais en fait, tirer le bénéfice. Ouais, oui, je vois. Et ben, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, déjà, les personnes un peu comme moi, euh, comment dire ça pour que. Je dirais que les personnes qui se reconnaissent, qui sont un peu comme moi, qui ont un TDA, TDAH, déjà, de pas se dire, ok, j'ai un problème, et puis c'est de tirer parti de ça. Parce que moi, honnêtement, je n'ai. Enfin, maintenant, il y a un an, peut-être pas. Mais maintenant, j'échangerai ma place pour rien au monde. Pourquoi? Parce que une fois qu'on arrive à se comprendre en tant que TDA, TDAH, pour moi, on est les rois du monde. Parce que euh, il faut juste faire ce qu'on aime. Ça paraît dérisoire, mais s'il y a vraiment quelque chose qui nous anime, moi c'est la psychologie par exemple, mais s'il y a vraiment quelque chose qu'on aime, on y va jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps. Souvent, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, on en discutait, ils ont souvent un TDA. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, comme là on est, hein, mais c'est la recherche de dopamine, c'est vraiment, on est à fond dedans, on y va, tu vois. Donc c'est vraiment apprendre à se comprendre, apprendre à se connaître et vraiment ne pas se jeter à pierre parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Et ça aussi, c'est que les TDA, TDAH, en fait, ben, s'ils sont là, c'est aussi pour une raison. C'est-à-dire que on a aussi une vision différente du monde, une façon de penser qui est faite aussi pour ce monde-là. C'est-à-dire qu'il faut des gens comme nous avec une vision différente, avec un mode de pensée différent, avec une créativité différente pour justement contribuer à tout ça. Donc il ne faut pas non plus rentrer dans le moule, même si c'est très dur à dire. Il faut s'accepter tel qu'on est, avec la vision du monde qu'on a maintenant, mais surtout, surtout, surtout se comprendre, apprendre à se connaître. Vraiment, moi je trouve que le plus important, une fois qu'on se connaît, on peut dealer avec le monde qui nous entoure, tu vois. Ouais, toi, ce qui t'a aidé aussi, c'est de savoir que tu apportes Oui. ta contribution, Oui, en fait. aussi, ouais. De me dire, bah, moi, je peux aider les gens qui sont un peu comme moi. Je sais, je me connais, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vraiment appris beaucoup et énormément parce que j'ai fait un hyper focus dessus. Ça m'a passionné. Mais c'est surtout de. Ouais, je réinsiste là-dessus. C'est d'apprendre. Maintenant, on a les moyens en plus, tu vois. On a beaucoup, beaucoup de moyens pour essayer de voir ce qui va pas, ce qui fonctionne pas bien. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué quand on mange telle chose? Pourquoi est-ce qu'on se sent dérégulé dans telle situation? Voilà, moi j'insiste là-dessus et ça devrait être un cas de santé publique de se dire comment fonctionne ma psyché, ma santé mentale, mon système nerveux, tu vois. C'est clair. Quels sont mes besoins? Comment je peux y répondre? Exactement. Mes émotions aussi. Quelles émotions émotions sont les plus présentes chez moi? Exactement. Mais ça aussi, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que des fois, on se dit, bon, bah, je suis comme ça. Oui, mais est-ce que tu es comme ça constamment ou est-ce que tu es comme ça de temps en temps? Parce que si c'est constant, si c'est une énergie, une émotion désagréable, on peut peut-être creuser derrière. Il y a peut-être des croyances qui font que tu es comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui fait que tu arrives à avoir cette situation-là. Mais c'est pas figé. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que c'est pas figé. Rien n'est figé en fait. Tu vois. Ouais, c'est intéressant ça aussi, parce que souvent, rien n'est figé. En début d'accompagnement, les personnes demandent est-ce que ce que je vis, c'est pas trop grave? Est-ce que ça va être possible de changer? Et oui. Bien sûr. Ouais. La preuve en est, c'est qu'on change tous, tout le temps. Et c'est juste. Je trouve qu'en fait, on se rend pas assez compte qu'on change. Mais on change constamment. En fait, ça n'en vient qu'à nous de décider de la façon dont on change. Mais on change. Quoi qu'il arrive, on vieillit, on change. La société change, tout change. Donc, c'est une hérésie de dire je change pas et je serai toujours la même personne. Évidemment, on a des structures, des systèmes et des conditionnements qui font qu'on répète des choses, mais on change. Et même à 80 ans, on peut avoir des fonctionnements neuronaux qui changent aussi. On peut avoir une plasticité cérébrale qui change. Donc rien n'est perdu, non, vraiment. Ouais, ça je pense que c'est super important, vraiment ce message d'espoir de... Ok, on peut avoir des moments où on est désespéré, où on a l'impression que le monde nous tombe sur la tête. Il faut, comme on disait tout à l'heure, enfin je dis il faut, c'est plus bénéfique voilà, d'accueillir ça, parce que oui, des fois, on est désespéré. Et après, on se laisse traverser par cette sensation d'être
de désespoir. Et après, on laisse la place à autre chose. Et vraiment, on est bien fait. On est vraiment bien fait. Et si notre système nerveux, il peut se déréguler dans un sens, il peut se re-réguler dans l'autre. Et le TDAH, t'en es la preuve. Oui. Même si la société n'est pas adaptée à ce mode de fonctionnement, il faut quelque part, parfois peut-être redoubler un peu d'efforts. Oui, et puis je trouve que les gens, de toute façon, alors c'est pas du tout pour lancer des fleurs, mais je trouve que les gens qui ont une particularité neuroatypique, ils ont déjà une compréhension du monde qui est plus fine, notamment les émotions, ce sont des gens hypersensibles d'ailleurs, hein, on a vraiment une compréhension du psyché des gens qui est déjà plus fine, donc on a cette particularité-là, il faut s'en servir, c'est tout. Tu peux en tirer profit complètement, c'est fantastique. De plein de choses, ouais. Est-ce que tu as traversé, enfin du coup je digresse un peu, mais à un moment donné où tu avais vraiment l'impression d'être comme une éponge des émotions des autres, et aujourd'hui, comment tu deals avec ça, le fait d'avoir toujours cette hypersensibilité, mais sans te laisser forcément happer? Mais parce que j'ai compris ce que c'était l'hypersensibilité. Avant, je savais pas du tout. Encore une fois, je ne me comprenais pas. Je savais pas du tout ce que c'était. J'étais juste là, hyper empathique, hyper sensible. Et j'étais, je suis comme ça. Mais en fait, je ne savais pas que c'était un conditionnement que j'ai eu de l'enfance de suradaptation. Souvent, les gens qui sont dits hypersensibles, c'est des gens qui se sont suradaptés dans leur enfance. Et on le dit, mais c'est plus une... Alors, je veux pas que ce soit mal pris parce que je l'ai été aussi dans l'hypersensibilité, mais c'est plus quelque chose qui est dans... quand c'est hyper, c'est souvent dérégulé dans quelque chose, tu vois. Et je trouve que, moi en tout cas, pour ma part, comment j'ai fait pour essayer de réguler, parce que je ne voulais pas ne plus rien ressentir, mais je trouvais que je ressentais de façon trop intense les émotions des autres et que ça m'impactait. Et en fait, j'ai découvert quand dans le cerveau, on a tous des neurones miroirs, tu sais, et que chez les gens neuroatypiques, ces neurones miroirs, ils sont encore plus développés. Donc, on résonne. En fait, c'est comme chez les animaux. C'est un principe de suradaptation. On fonctionne en résonance. Sauf que le truc, c'est que ce que le cerveau ne nous a pas appris, c'est qu'on fonctionne en résonance. Parce qu'avant, dans les temps de Cro-Magnon, quand on avait un TDAH, il fallait bien être empathique et avoir des liens avec des gens, parce que sinon, en fait, tu peux pas toi aller. Enfin bref. Mais là, maintenant, on n'a plus ça. Et donc, c'est aussi apprendre à se dire, ok, qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui est de la personne. Moi, souvent, quand j'ai une personne qui est pas bien en face de moi, je suis toujours très empathique et très sensible. Mais j'essaie d'avoir conscience. En fait, c'est plus la conscience de me dire je ne me mets pas en miroir. Tu vois, depuis que j'ai vraiment pris, parce que c'est inconscient de se mettre en miroir face à une personne et d'absorber son émotion, mais c'est plutôt de se dire son passé, sa souffrance lui appartient, ma souffrance m'appartient, et ça, c'est de sa souffrance. Mais si je souffre avec cette personne, je ne peux pas l'aider. Tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Donc, je comprends la souffrance, je suis dans l'empathie, mais je ne la prends pas parce que sinon, ça n'est personne que les deux ressentent la même souffrance, tu vois. Donc, si je comprends bien, le TDAH fait qu'il peut y avoir plus d'hypersensibilité, mais il y a quand même une partie que tu as réussi à prendre du recul, voire un peu réguler, parce que ça a aussi peut-être été pour toi la conséquence d'événements de la vie ou de l'environnement ou... Non, je dirais que c'est vraiment encore en conscience. C'est vraiment dès que si tu veux, j'avais des triggers, c'est-à-dire j'avais des choses qui me déclenchaient. En tant qu'hypersensible, souvent tu peux être très concerné par une situation d'un proche, tu vois, ou quand tu vois quelqu'un pleurer, en général, t'absorbes et tu pleures. Maintenant, ce que je me dis, c'est la souffrance de la personne. Je suis en empathie avec elle, mais cette souffrance, c'est plus une question d'énergie, tu vois. Je suis plus en train de me dire, cette souffrance, si je la prends... Ouais, c'est comme ça que je me dis. C'est que si je prends la souffrance de l'autre, ça ne va pas l'aider. Et du coup, c'est comme si ma croyance... C'est comme si cette croyance que j'ai, elle s'est mise dans mon inconscient, et du coup, j'arrive à prendre du recul avec les autres,
Mais c'est vrai que c'est en conscience, hein. Ça a été, au début, c'est très en conscience. Essayer de trouver les bons mots sans se noyer dans l'autre. En fait, c'est la fusion avec l'autre qui fait que à la fin, tu n'as plus d'énergie, tu vois. Donc en fait, tu te ressens et tu sens que tu as toujours cette hyper... Oui, cette empathie, cette empathie, mais que grâce à cette prise de recul et à cette conscience, à cette nouvelle croyance intégrée, ça te permet de ne pas éponger et de pouvoir finalement ne pas être toi mal, même si tu côtoies quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui partage quelque chose de difficile. Mais c'est aussi savoir se connaître, c'est-à-dire que quand on se connaît, on sait que quand on va voir une personne qui est mal, forcément ça va, même si on prend du recul, ça va nous impacter. Et ben, c'est aussi de se dire, avant de voir cette personne, moi, je vais me prendre un bain, ou je vais marcher. Et après aussi, tu vois. Je vais marcher, je vais prendre un bain, ou je vais écouter de la musique, ou je vais rentrer en voiture et je vais écouter une... Pour changer ce mood, tu vois. Parce que si tu restes dans le mood, en fait, le mood, il se cristallise un peu sur toi, tu vois. Mais c'est encore une fois, c'est une discipline... Ouais, c'est cette histoire de ressources. Ouais. Encore une fois, finalement, tu te ressources avant, tu te ressources après. Et du coup, c'est aidant, quoi. Oui, et puis forcément, quand on n'est pas dérégulé, les émotions, elles sont normatives. C'est-à-dire que quand on est bien avec nous-mêmes et les autres, même si la personne est mal, on va beaucoup moins absorber. Tu vois ce que je veux dire Ouais, quand c'est avec des proches, c'est vrai que c'est moins évident, par exemple, que quelqu'un, je sais pas, au travail, avec qui on est moins proche. Oui, bien sûr. Le contexte, il joue pour beaucoup aussi, hein, je dis pas, mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué, je le remarque parce que souvent, quand j'avais une situation comme ça, quand je rentrais chez moi, j'étais mal. Maintenant, ça me le fait plus. C'est-à-dire, je suis en conscience dans le moment, mais après, je passe à autre chose, tu vois. Ouais, c'est fantastique de se dire que tu as pu travailler sur ça et changer, parce que c'est souvent quelque chose qui est difficile, en fait, de se dire je suis hypersensible, et des fois les termes vont cristalliser des choses aussi. Si on sait qu'on a une hypersensibilité, dire en fait toute ma vie en fait je vais devoir éponger et je vais être mal par rapport aux autres, et comment je vais faire avec toutes ces émotions, et du coup ma vie est difficile, mais du coup c'est motivant, quoi. Mais bien sûr c'est motivant, et puis souvent, comme je te dis, souvent quand on est hypersensible, c'est qu'on a dû se suradapter et être en connexion avec l'autre pour pouvoir ressentir ses émotions, pour survivre. Donc c'est un processus de survie qu'on a surdéveloppé. Et c'est pas plus mal, on peut s'en servir. Moi je trouve que c'est un super pouvoir déguisé, parce qu'une fois qu'on connaît qu'on a ça, créer des liens avec une personne, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on est plus authentique, on est plus facilement dans l'empathie, on est plus facilement en résonance. Et moi je trouve ça génial, tu vois. Je pense que si j'avais pas eu cette hypersensibilité, peut-être qu'on ne se serait jamais connus, tu vois. Parce que tu m'as touché, parce que je t'ai vu, que j'ai osé te parler, et que voilà, j'ai osé dire ce que j'avais envie de dire. Donc c'est une particularité que j'aime chez moi, mais j'ai appris aussi à la réguler parce qu'elle me faisait défaut, tu vois. J'ai accepté d'être hypersensible, mais pas à mes dépens, tu vois. Ouais, ça fait toute la différence. Génial, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois? Je pense que c'est déjà une belle conversation. Ouais. Ok. Ouais. Merci beaucoup, Élodie. Merci à toi d'avoir invité. C'est super. Ouais. Est-ce que je mettrai dans les notes de l'épisode ton compte Instagram? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager, ou un endroit où on peut te retrouver? Écoutez, si vous voulez me retrouver, c'est sur mon Insta, mais c'est Hello Psychoflow. Et puis de toute façon, tu mettras les liens si tu veux. Puis voilà, pour le moment, c'est tout. Voilà. Découvrez-moi si vous voulez. Et puis sinon, merci de m'avoir invitée. Très gentil. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette conversation vous aura été utile, apprenante. Vous aurez pu découvrir peut-être, si vous-même vous êtes TDAH, qu'une personne proche de vous l'est, ou juste que vous aviez envie de vous renseigner sur ce sujet pour peut-être mieux comprendre le monde, mieux comprendre certaines personnes. C'est toujours intéressant, même si
on n'a pas une particularité nous-mêmes, mais de pouvoir comprendre peut-être les personnes qui vivent avec ça. Je trouve que c'est toujours super riche. Donc encore une fois, merci Elodie. Et Avec plaisir. si vous avez aimé notre conversation, vous pouvez noter l'épisode. Si vous avez des questions aussi à Elodie, à moi, à Bien nous, sûr. ils peuvent nous les Oui, poser. avec plaisir. Moi, je suis là pour ça. Eh ben, c'est fantastique. Voilà. Génial. Trop bien. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. On est sur Brie épanoui tous les mercredis matins.